De retour sur la contre-matinale du média, Danielle Obono, vous êtes députée LFI NFP de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la première invitée de notre première contre-matinale. C'est parti. Alors, l'actualité, c'est bien évidemment Kiev qui a accepté hier soir la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours. En échange, ces mêmes États-Unis vont fournir à nouveau l'aide militaire américaine, les renseignements américains dont les Ukrainiens manifestement ont vitalement besoin. C'est assez clair, le chantage de Donald Trump a fonctionné. Effectivement, Donald Trump, depuis qu'il a été élu, a clairement dit qu'il voulait régler, entre guillemets, la question ukrainienne pour se repositionner sur son affrontement, l'affrontement que les États-Unis d'Amérique construisent depuis plusieurs années, même avant Trump, contre la Chine. Et donc, effectivement, il y allait au pas de course en tordant le bras aux Ukrainiens et en procédant à une forme de pillage avec cet accord sur les minerais. Maintenant, la question, et c'est ce que nous disons depuis le départ, c'est le cessez-le-feu et les garanties mutuelles de sécurité qui doivent être obtenues. On attend de voir ce que va décider Vladimir Poutine, mais après tant de morts et tant de dévastations, il est plus que temps, effectivement, que le peuple ukrainien retrouve la paix et la sécurité sur son territoire. Alors, deux choses sur ces négociations sur lesquelles j'aimerais vous entendre. Tout d'abord, c'est l'absence des Européens à ces négociations, donc des Français. Qu'est-ce que peut révéler leur absence? Et puis, ce plan négocié sous l'égide des Américains, sous l'égide de Donald Trump, on le rappellera pas assez, un gros milliardaire américain. Est-ce que ça peut vraiment mener à une paix juste et durable? On a quand même l'impression que les Ukrainiens ont un peu été contrés et forcés. Oui, bien évidemment, mais parce que malheureusement, depuis maintenant plus de 3 ans que cette guerre se déroule, l'erreur majeure de la France et de l'Union européenne, c'est de ne pas avoir su se saisir des opportunités pour négocier et pour faire en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu le plus tôt possible. Et c'est maintenant que l'Ukraine est dans une situation de faiblesse qu'elle est contrainte par le changement de focale des États-Unis d'Amérique. Donc oui, c'est un constat aussi d'échec flagrant pour les pays européens qui sont complètement hors du coup. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron, depuis plusieurs jours, se met en scène en faisant des grandes phrases, en annonçant un certain nombre de choses, mais en vérité, personne n'est dupe, en tout cas à l'échelle internationale, et on voit bien qui sont les véritables acteurs, et ceux qui vont décider, ce ne sont pas les Européens. Et c'est grave parce que c'est un territoire sur le continent, et puis surtout, il y a un enjeu, celui d'une discussion et d'une négociation sur les frontières. Nous proposions depuis le début que se mette en place une conférence de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité au niveau européen, pour que puisse être discuté justement un sujet dont on sait qu'il va susciter à nouveau des conflits. Oui, c'est déjà le cas, il y a des tensions. Et donc, en fait, c'est aussi un enjeu de sécurité et de stabilité pour l'Europe de pouvoir s'emparer de cette question. Et malheureusement, ce n'est pas parti pour, et je crois que ça fait partie des sujets qui devrait être discuté plutôt que l'escalade militariste des uns et des autres, les fanfaronnades de va-t-en-guerre qui en vérité n'impressionnent personne parce que nous n'avons pas les moyens de cette politique et nous devrions faire de toute façon tout autre chose. Pour revenir sur Donald Trump, c'est ça l'image du capitalisme de Donald Trump, ce capitalisme violent. Je vous aide à faire la guerre si je peux me servir pleinement dans vos sous-sols. Je crois que ce capitalisme, il a toujours été d'une nature prédatrice et Jaurès disait que le capitaliste porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Moi, je crois véritablement que cette compétition, elle se poursuit par la violence armée et militaire. Et ce qu'il y a de nouveau, on va dire, dans
l'air couvre Donald Trump, c'est le fait qu'il ne s'embarrasse plus de la rhétorique qu'elle pouvait avoir des administrations démocrates qui défendaient toujours et qui ont toujours défendu les intérêts d'abord des États-Unis et surtout de son industrie militaro-industrielle, de son complexe militaro-industriel et de son capitalisme. Hein. C'est pas pour l'intérêt du peuple des États-Unis que se mènent ces guerres. Ce pays qui est quand même la première puissance militaire de très très loin en termes de dépenses d'exportation militaire, fait la guerre constamment depuis des années. Donc ce qui est nouveau, c'est, on va dire, le caractère ouvertement prédateur et cette manière un peu à la businessman de dire bon, on va faire un deal et tout ce qui m'intéresse moi c'est le retour sur investissement. Donc on voit en effet se déployer un nouveau mode de diplomatie qui n'en est pas véritablement une et qui surtout met un peu dans l'embarras et plus que ça en fait déstabilise complètement toutes celles et ceux qui pensaient que l'OTAN et l'atlantisme étaient l'horizon merveilleux pour l'Union européenne. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, a été pris de court lorsqu'il a vu que les États-Unis pouvaient suspendre l'aide militaire à l'Ukraine sans délai et en le décidant seul. Il a compris finalement que les États-Unis n'étaient pas les alliés des Européens. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Pourquoi il n'a pas anticipé? Mais parce que c'est un atlantiste. Et malheureusement, aujourd'hui, bien peu de gens ont voulu entendre ce que nous disons depuis un certain temps, qu'il faut retrouver une position de non-alignement en décidant des soutiens qui sont nécessaires aux uns et aux autres, sans être dans les orientations stratégiques de grandes puissances qui ne défendent que leur propre intérêt. Et donc, effectivement, la question, enfin, peut-être va se poser de rentrer dans un processus où on retrouve une véritable souveraineté stratégique. Et ça veut dire, effectivement, poser la question de l'OTAN, faire ce qui était le cas avant que Sarkozy change la ligne traditionnelle de la France, c'est-à-dire, depuis De Gaulle, le fait, par exemple, de ne pas faire partie du commandement intégré de l'OTAN, ce qui nous permettait aussi d'avoir, vis-à-vis du reste du monde, une parole crédible et une autonomie dans nos décisions politiques, diplomatiques et y compris militaires. Alors justement, donc Emmanuel Macron a parlé de réarmement. Manuel Bompard, votre collègue, est complètement à rebours de ce qu'a dit Emmanuel Macron, parce que lui, il parle justement de désarmement des belligérants, selon lui, une nécessité pour parvenir à la fin de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous partagez cet avis ? Et bien évidemment, vous avez la rhétorique. Alors, ils ont un peu baissé le ton sur l'économie de guerre. Ils sont revenus un peu parce qu'ils se sont rendus compte que c'était quand même assez grossier et que quand on parle des choses, il faut savoir de quoi il s'agit. Une économie de guerre, c'est une économie qui est toute entière structurée autour de la production militaire et le financement exclusif d'un effort sur le terrain. Donc nous n'en sommes pas là et nous espérons bien ne jamais y être, parce qu'aujourd'hui, nous considérons que la menace existentielle auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est celle du dérèglement climatique et c'est vers une économie de la paix qui nous permet de pouvoir adresser ce sujet que nous devrions nous tourner. Il faut intégrer la question de notre défense, bien évidemment, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à quelle forme de souveraineté et avoir une discussion sur une programmation qui nous permet de répondre à des besoins spécifiques. Je pense par exemple la question de l'autonomie industrielle. Vous savez qu'en ce moment, il y a une entreprise, Vancorex, qui produit justement pour notamment les questions de défense et qui a une expertise et des savoir-faire très importants et qui est aujourd'hui en difficulté et que nous avons été incapables de pouvoir aider. Il y a un enjeu là-dessus. Nous proposions par exemple aussi la nationalisation de Atos, qui est là aussi une entreprise notamment en matière de cloud souverain. Donc il y a ces enjeux-là industriels et encore une fois, ça doit s'inscrire dans une vision plus globale. Nous croyons que nous devons répondre aux besoins
besoins sociaux, écologiques et économiques, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait une société qui est plus forte, qui est plus résiliente, et il y a d'autres moyens que l'escalade militaire, que les dépenses à n'en plus finir. Par exemple, réinvestir dans notre diplomatie, consolider un corps au lieu de l'affaiblir comme l'a fait Emmanuel Macron. Bref, oui, c'est une autre vision du monde et de notre place dans le monde que nous avons. Alors malheureusement, on a un délai imparti. On va parler rapidement malheureusement de cette autre guerre, celle de Gaza, je le disais en ouverture de ce journal. Suspension de l'aide humanitaire décidée par Netanyahou, coupure de l'électricité, des bombardements israéliens qui continuent malgré un cessez-le-feu qui est entré en vigueur. Comment vous analysez le silence assourdissant de la communauté internationale ? D'abord, je pense qu'il faut faire une distinction entre les puissances occidentales qui ont assuré le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou de leur soutien actif pour le cas des États-Unis d'Amérique, y compris pour le cas de l'Union européenne, qui a maintenu son accord d'association avec Israël, alors même que, de l'avis de tous les experts internationaux, des organisations de défense des droits humains, de la Cour internationale de justice, ce pays est en train de commettre un génocide. Très probablement, il y a un risque plausible de génocide, et que la Cour pénale internationale a délivré deux mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre le Premier ministre et l'ancien ministre des armées de la défense. Et donc, oui, c'est un choix politique stratégique des États-Unis d'Amérique parce que Israël est un allié, et dans leur stratégie d'hégémonie et impérialiste, ils en ont besoin pour pouvoir avoir un rapport de force dans la région et s'assurer tout un certain nombre de pouvoirs stratégiques. Pour ce qui est de l'Union européenne, c'est particulièrement grave, puisque nous sommes un des premiers partenaires économiques d'Israël. Et je crois que ce qui est flagrant, justement, quand on voit leur complicité, c'est de voir quand même qu'il y a aujourd'hui, par exemple, un groupe de 9 pays qui s'appelle le groupe de la Haye, avec notamment des pays comme le Sénégal et l'Afrique du Sud, qui, eux, ont pris le sens de leur responsabilité. L'Afrique du Sud a été à l'initiative du dossier devant la Cour internationale de justice. Donc non, toute la communauté internationale n'est pas alignée sur ce positionnement. Alors, très rapidement, je le répète, on n'a plus beaucoup de temps, on va parler un peu de l'actualité française. On a la voix de l'extrême droite qui se... ça va aller? On vous ramène un verre d'eau? Je veux bien. Hein. Ouais, est-ce que vous pouvez ramener un verre d'eau à notre invité? Alors, on a la voix de l'extrême droite qui se libère, on l'a vu très récemment avec... l'exemple de Jean-Michel Apathy qui a été suspendu une semaine de RTL. On l'a vu également avec toutes ces agressions aux fascistes. Il y a d'ailleurs une enquête qui a été ouverte après des violences de l'équipe du Yarl, un ancien candidat d'extrême droite à Rennes. C'est d'ailleurs un député de LFI qui a saisi la procureure. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer actuellement en France avec cette montée de l'extrême droite? Je vous laisse boire de l'eau, reprendre votre souffle. Effectivement, il y a une légitimation d'une certaine manière de la violence fasciste, parce que le contexte politique favorise l'extrême droite. Et nous avons un gouvernement qui, depuis qu'il est en place, a un discours particulièrement répressif et valide un certain nombre de positionnement de l'extrême droite. Donc oui, il y a un enjeu à faire face à cela, et je crois qu'il y a eu des mobilisations ces derniers jours, je pense notamment à la manifestation du 8 mars, oui, qui montrent que dans ce pays, il y a des forces qui s'opposent à l'extrême droite, et c'est pour ça notamment que nous appelons à participer aux mobilisations du 22 mars, contre le racisme et contre le fascisme. C'est dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Et c'est un moment où nous pouvons affirmer justement notre opposition à l'extrême droite. Rendez-vous donc le 22 mars. Merci beaucoup Danielle Obono d'avoir été notre première invitée de cette première contre-matinale. Je rappelle que vous êtes députée parisienne, LFI, NFE. Merci à vous. Merci.
Et merci à vous de votre fidélité. C'est la fin de la première contre-matinale du média. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez sur YouTube et par mail si vous nous suivez à la télé, et continuez à nous soutenir, à soutenir votre média. Un média qui vous garantit une information libre, une information indépendante et qui vit grâce à vous. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Ça se passe dès maintenant sur soutenezlemediatv.fr. Très bonne journée sur le média et à tout à l'heure pour le Journal des luttes, votre nouveau rendez-vous.